Bonjour à tous. Donc nous voici à la cinquième interview de Jean Bricmont sur ma chaîne. Bon, je vais pas donner le détail de toutes les vidéos précédentes parce que ça commence à devenir un peu long. Mais ce qui est important de savoir, et je vous invite à aller voir cette vidéo si vous l'avez pas vue, c'est que dans la vidéo précédente, donc dans l'interview précédente, qui était l'interview numéro 4, Jean a présenté et défendu la théorie de De Broglie-Bohm, qui est, on va dire, une interprétation hétérodoxe de la mécanique quantique, bien que le mot interprétation soit sujet à débat. Mais pour faire simple, on peut résumer ça comme ça. Et donc, ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui, dans l'interview d'aujourd'hui, c'est que Jean va répondre à un certain nombre d'objections. Alors, certaines objections sont directement tirées de vos commentaires sous nos vidéos précédentes. Et d'autres objections sont des objections qu'on peut dire un peu communes quoi, contre la théorie de Broglie-Bohm. Donc voilà, on va un peu tout regrouper. Et ce que Jean va faire, c'est qu'il va répondre à des objections dont le niveau de difficulté va être croissant, c'est-à-dire que les premières objections sont les moins techniques volontairement, les plus philosophiques en un sens, et on ira vers des objections un peu plus techniques à la fin. Voilà, mais il y a rien de, enfin, il y a rien de très compliqué ou de plus compliqué que dans les vidéos précédentes, donc ne vous découragez pas ou ne vous laissez pas intimider, on va dire, par la présentation que j'en fais. Voilà, et donc juste pour rappeler, donc Jean Bricmont est professeur de physique théorique à l'Université de Louvain, et vous pouvez trouver son livre en français, Comprendre la physique quantique, qui a été publié aux éditions Odile Jacob. Donc si vous voulez approfondir le sujet, ça peut être bien d'aller lire ce livre. Je pense que ça complète bien les vidéos qu'il y a sur ma chaîne et les interviews qu'on a faites ensemble. Voilà, je te laisse la parole, Jean. Bonjour et Bonjour Arnaud, merci. Oui, donc, je vais partager l'écran, ouais. et je vais faire ça, et là, je dois mettre dans le plein écran, ok? Voilà, bien. Alors, comme tu l'as dit, on va examiner les objections. Il y a des tas d'objections faites à la théorie, et il y en a qui ont été proposées dans les commentaires, d'autres, on les a déjà abordées dans les vidéos précédentes, mais bis repetita placet, on va répondre une nouvelle fois à ces objections, et d'autres sont nouvelles. Et on va commencer par les moins techniques, celles qui sont les plus philosophiques, entre guillemets. OK? Bon, maintenant, je dois préciser que ces vidéos sont une introduction au problème de la mécanique quantique, à la théorie de Broglie-Bohm, etc. Ce ne sont pas des cours complets, il n'y a pas de formule, il n'y a pas d'équation, ou pratiquement pas. Donc, évidemment, on ne peut pas s'attendre non plus à avoir des réponses complètes à toutes les questions. Le livre que tu as mentionné, le livre Making Sense, toutes les références qu'on avait mises pour la vidéo précédente, ça ce sont les livres qu'il faut regarder si on veut avoir une connaissance plus complète. OK? Alors, première question, est-ce que ce n'est pas un retour à la physique classique? Alors, tout dépend de ce qu'on entend. Si on veut dire par là que la théorie décrit un monde existant dans le laboratoire et dont le fonctionnement est indépendant de ceux-ci, c'est-à-dire sans référence à des observateurs, à des mesures, etc., au niveau fondamental, alors oui, la théorie est classique, c'est simplement aussi une théorie physique ordinaire. Cependant, le mouvement des particules est totalement non classique. Prenons par exemple cette image que j'ai prise avec l'expérience des deux trous, où chaque ligne représente une trajectoire possible d'une particule partant d'une certaine condition initiale, difficile à voir ici, mais si on remonte la courbe, on va arriver à une condition initiale ici qui détermine alors une trajectoire unique. Ces trajectoires sont ondulées. Or, dans ce schéma-là, il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de force derrière les trous. Et vous voyez, c'est un mouvement dans le vide. Et en l'absence de force, première loi de Newton, les particules suivent des trajectoires rectilignes uniformes. Et évidemment, cette loi n'est pas respectée. Évidemment, du point de vue quantique, ce n'est pas vraiment le vide parce qu'il y a les ondes. Les ondes sont passées par les deux trous et qui guident les particules. Et ces ondes, évidemment, ont un effet. Et c'est ça ce qui explique les caractères non rectilignes des trajectoires. Mais si vous pensez en physique classique, si vous dites un retour à la physique classique, non, c'est pas du tout de la physique classique. Est-ce que, Alors, vas-y. est-ce que tu serais d'accord pour résumer ça en disant que l'ontologie bohmienne est une ontologie classique, mais que la dynamique ne l'est pas? C'est ça, exactement. Ouais, La dynamique est très différente, donc, mais c'est vrai que c'est de la matière en mouvement. Et ce ouais, what, la physique, c'est de la matière en mouvement. Alors, on avait mentionné dans la deuxième vidéo des théorèmes sur les variables cachées qui disaient qu'essentiellement, on ne pouvait pas voir
les mesures comme révélant des propriétés intrinsèques des particules. Et ça, c'est un théorème mathématique que je n'ai pas expliqué en détail, mais qui est souvent ignoré par les physiciens, mais qui est très important. Et donc, on pourrait dire, voilà, c'est les théorèmes sur la variable cachée. Et souvent, on dit, oui, mais comme on a montré, on dit souvent, Bell a montré qu'il n'y a pas de variable cachée, donc la théorie de Brødbom est réfutée. Et ça, c'est faux, 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 parce qu'elle n'introduit justement pas les variables cachées qui sont interdites par ces théorèmes. On a vu dans la vidéo précédente qu'il n'y avait pas de valeur du spin préexistante à la mesure, qui n'est donc pas une vraie mesure, et que la mesure de la vitesse ne mesure pas la vitesse telle qu'elle était avant la mesure. Donc, dans la théorie de Brødbom, on n'a pas de variable cachée de spin ou de vitesse, et donc elle n'est pas réfutée par ces théorèmes. Alors Peut-être, aussi, pour, oui, c'est juste vas-y. pour que les gens sachent quoi chercher, on va dire, pour, enfin, ou comment trouver ces informations-là s'ils veulent approfondir. En général, c'est ce qui est appelé contextualité. Il y a ça, par exemple, si vous allez sur l'encyclopédie Stanford, l'encyclopédie de philosophie Stanford, et que vous regardez, il y a un article mécanique bohmienne, il y a la rubrique contextualité, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Ouais. sans doute. Enfin, je ne me rappelle pas de l'article, c'est pas moi qui ai fait l'article, c'est l'article Ouais, de Goldstein. ouais. Ben, il me semble qu'il y a il y a Oui, une, c'est un très bon article, ouais, mais la contextualité, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente avec la ouais. mesure du spin qui dépend de l'orientation du champ. On a les deux valeurs différentes du spin avec la même particule, avec la même position initiale, etc. Alors, il y a une espèce de métaphysique des inégalités d'Eisenberg qui sont supposées prouver toutes sortes de choses. Et alors, en particulier, on demande comment ça ne réfute pas la théorie de Brødbom. Et on a aussi répondu déjà à cela, parce que ces inégalités disent simplement que le produit de la dispersion, ou si on veut techniquement, de la variance des résultats de mesure de la position et des résultats de mesure de la position, si on fait le produit des deux, le produit ne peut jamais être inférieur à une certaine valeur. Alors évidemment, ça veut dire que si une des valeurs est très petite, l'autre doit être grande et vice-versa. Donc, on dit si l'incertitude sur la position est petite, l'incertitude sur la vitesse est grande et vice-versa. Mais dans la théorie de Brødbom, les résultats sont statistiques, donc il y a une certaine dispersion des résultats de mesure pour la position et la vitesse. Et la théorie de Brødbom, qui est en fait la mécanique quantique, implique que le produit de ces dispersions satisfera les inégalités d'Eisenberg. Il n'y a rien de particulier parce que c'est un théorème, si on veut, mathématique qui suit de la théorie, la mécanique quantique usuelle. Mais comme je l'ai expliqué, par exemple, dans un exemple particulier de la particule dans une boîte, on peut avoir une particule dans une boîte avec une fonction d'onde qui fait que la particule est au repos, donc on connaît la vitesse, elle est zéro. Pour mesurer la vitesse au sens quantique, on doit ouvrir la boîte, laisser la particule s'échapper et mesurer sa position après un certain temps, divisé par le temps écoulé, et comme ça on détermine sa vitesse. Et si on fait ça, les inégalités d'Eisenberg seront respectées pour le produit des mesures, parce qu'il y aura un caractère aléatoire. Mais ça n'a pas de caractère fondamental, philosophique, etc., parce que souvent, c'est supposé démontrer qu'il existe un hasard intrinsèque dans la nature ou des limites absolues à nos connaissances. Dans l'exemple que j'ai donné, c'est la particule dans une boîte. On peut mesurer sa position aussi précisément qu'on veut et on connaît sa vitesse a priori puisqu'elle est zéro. On connaît sa fonction d'onde et on sait que la vitesse est zéro si on connaît si on suit la théorie de Brødbom. Évidemment, ce qui est vrai, c'est que si on mesure la position, on va perturber le système et alors évidemment, les mesures ultérieures de la vitesse seront différentes de ce qui se passe si on ne mesurait pas d'abord la position. Mais moi, Donc, j'ai jamais compris, attends, je termine une phrase, ouais, mais vas-y, j'ai vas-y, jamais pardon. compris pourquoi c'est surprenant que si on mesure un tout petit objet avec forcément un appareil macroscopique, sinon on ne le percevrait pas, on ne percevrait pas ce qui se passe, on perturbe cet objet. Moi, j'ai jamais compris. D'ailleurs, c'est comme ça, même pour des objets qui ne sont pas réellement quantiques, qui sont un peu plus gros, je ne sais pas, des molécules, des macromolécules ou des grains de sable ou que sais-je. Si on fait quelque chose avec eux, on va les perturber. Donc, est-ce qu'on peut résumer ton propos en deux points en disant que le premier point, c'est que le principe d'incertitude, c'est une inégalité qui applique une certaine contrainte uniquement sur une contrainte statistique, en fait. Oui, C'est ça, entre ouais, c'est ça. l'écart type de la mesure de position et l'écart type de la mesure de quantité de mouvement. Et donc, il n'y a pas de sens métaphysique, d'après toi, à donner en fait à cette contrainte statistique. Euh, et le deuxième point qui est important à comprendre, enfin, qui est important à comprendre pour, plutôt qui est important à relever pour comprendre pourquoi est-ce que la théorie de Brødbom
respectent cette inégalité, c'est qu'il y a une différence entre la vitesse réelle de la particule avant la mesure, dans la théorie de De Broglie-Bohm, et la vitesse qu'on mesure effectivement quand on réalise une mesure de vitesse ou plus précisément Et ça, c'est d'impulsion. vrai. C'est ça? On pourrait avoir une situation où la vitesse est nulle et la position peut être déterminée aussi précisément qu'on veut, et ça donne l'impression que ça viole des ingrédients d'Eisenberg, mais ça ne le fait pas si on remplace, si on remplace la théorie qui te dit que la vitesse est nulle par ce qu'on appelle une mesure de vitesse. C'est un Hmm. peu subtil, mais il faut comprendre justement que la mesure, c'est toujours une interaction avec la particule. Et ces interactions sont décrites par la mécanique quantique, donc par la théorie de Broglie-Bohm, et les résultats statistiques sont en accord avec les prédictions quantiques. Hmm. Ok. Alors, on dit aussi, ça on entend souvent, enfin on entend un peu moins, mais la théorie de Broglie-Bohm est non locale. Et certainement, c'était une objection qu'on pouvait faire en 52, qui a été faite au moins implicitement, à la fois par De Broglie et Einstein. Là, je m'avance un petit peu, mais De Broglie certainement n'aimait pas sa propre théorie parce qu'elle était non locale. Einstein n'aimait pas la mécanique quantique. Ce qui reprochait à la mécanique quantique, c'était sa non-localité. Et il comprenait sûrement que la théorie de Broglie-Bohm ne résolvait pas le problème de la non-localité. Mais après 64 et Afrique de Bell, ou si on veut, après les expériences vérifiant la violation des inquiétudes de Bell, la situation change du tout au tout. Parce que, comme expliqué dans les vidéos 2 et 3, le raisonnement EPR-Bell montre que la nature est non locale. Il y a des actions instantanées à distance dans la nature. Et en plus, c'est vrai indépendamment de la vérité de la mécanique quantique. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer que dans 50 ans, aux instants, la mécanique quantique est remplacée par une autre théorie, bon, qui bien sûr incorporera la mécanique quantique comme toutes les nouvelles théories incorporent la mécanique de Newton, etc. Mais la non-localité de la théorie de Broglie-Bohm, la non-localité restera vraie dans cette nouvelle théorie parce qu'elle ne suppose pas la vérité de tout l'édifice de la mécanique quantique, mais uniquement certaines expériences qui ont été faites très précisément par Closer, Aspect, Zeilinger et encore d'autres, et que par conséquent, c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Mais évidemment, le fait que la théorie soit non locale est une qualité plutôt qu'un défaut, parce que toute théorie sur la nature doit être non locale. Si elle était locale, elle serait réfutée par le raisonnement Bell, donc c'est plus un défaut. Et on peut rappeler que c'est d'ailleurs comment dire, je sais pas, la science, on va dire, ou le fait que que la non-localité soit très visible dans la théorie de Broglie-Bohm qui a amené Bell à s'intéresser à la question de la Oui, ça c'est non-localité. vrai aussi. On l'a déjà dit dans l'autre vidéo, Ouais, mais ouais, c'est vrai que Bell, non, non, mais je peux le rappeler, Bell, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on dit Bell a réfuté la théorie de Broglie-Bohm, il a réfuté les variables cachées, etc., etc., alors que Bell avait compris le raisonnement EPR qui postulait des variables cachées pour maintenir la localité, comme il avait par ailleurs compris la théorie de Bohm qui était non locale, mais qui était une théorie sur le monde et pas seulement sur les laboratoires, il était intéressé par ça, il s'est dit est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire une théorie qui serait une théorie sur le monde, mais qui serait locale, et c'est comme ça qu'il est arrivé à la conclusion que c'était impossible. Hmm. Alors, une autre objection qui m'a été faite dans les commentaires sur Facebook, ne peut-on pas invoquer le rasoir d'Occam pour éliminer les trajectoires et ne garder que la fonction d'onde? Alors, le rasoir d'Occam, bon, je ne sais plus si c'est au XIIIe ou XIVe siècle, mais enfin, c'était un penseur de l'époque scolastique qui a eu la maxime qu'il ne faut pas multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas supposer plus d'être dans la nature que ce qui est nécessaire. Tout le problème est de savoir ce qui est nécessaire veut dire. Parce qu'à la limite, évidemment, je pourrais être solipsiste. Et alors, je ne postule absolument rien en dehors de ma conscience et je rends compte de mes états de conscience en disant, voilà, c'est comme ça. Et bon, ça, ce serait absurde. Et donc, quand on a introduit les positions dans la théorie de Broglie-Bohm, c'est parce qu'on veut donner un sens à la théorie en dehors des laboratoires. Et comme je l'ai expliqué plusieurs fois, on ne sait pas ce que la fonction d'onde signifie. Alors, ce que m'a répondu mon correspondant, c'est qu'elle contient l'information qu'on a sur le système physique. Mais ça, c'est tout le problème, parce que si on dit ça, on suppose que le système a des propriétés en dehors de toute mesure, sinon, évidemment, on retourne à la signification qui est liée au laboratoire, et alors ces propriétés sont ce qu'on appelle des variables cachées. Et alors, la question est de savoir ce que sont ces propriétés, et de voir si leur seule existence n'est pas interdite par les théorèmes sur les variables cachées. Alors, en général, c'est le cas. La théorie de Broglie-Bohm introduit de telles propriétés, les positions des particules, mais rien d'autre. Et comme elle n'introduit rien d'autre, elle n'entre pas en contradiction
avec les théorèmes sur les variables cachées. Et de cela, comme j'ai essayé de l'expliquer la fois passée, on déduit ce qui se passe lors de mesures d'autres quantités. Et si tu peux revenir juste sur la diapo d'avant, juste pour bien comprendre ton raisonnement, quand tu dis, on dit parfois qu'elle contient simplement toute l'information qu'on a sur le système, donc enfin ça revient à en faire une interprétation épistémique quoi, de la fonction d'onde en disant ça représente juste C'est ça, oui, ce qu'on oui, c'est ça. connaît. Et tu dis que ça, en fait, ton argument, c'est de dire que ça, en réalité, ça présuppose des variables cachées, parce que si on a des informations sur le système, c'est-à-dire qu'on a des informations sur des propriétés du système, donc le système a des propriétés quand même définies en dehors des mesures, c'est ça que tu veux dire ou... Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, ok. Sinon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Oui, sinon c'est une information sur quoi? Quand on parle du système, ouais, l'information C'est-à-dire que si sur des tu, propriétés, ouais. oui, si tu dis il va y avoir telle ou telle propriété de telle ou telle probabilité d'avoir tel ou tel résultat de mesure en laboratoire, tu ramènes le laboratoire pour donner un sens à la fonction d'onde. C'est ça le Ouais. problème. Si tu dis, par exemple, tu prends un ensemble de particules et tu dis il y a une moitié qui a un spin-up, une moitié qui a un spin-down, alors c'est des propriétés qu'ils auraient avant la mesure. Chaque particule individuelle aurait une propriété et l'ensemble serait moitié-moitié, par exemple, ou trois quarts, un quart, ou que sais-je. Ouais, il y a bien quelque chose qui prédispose la particule à respecter certaines probabilités lors d'une mesure de spin, Pas par seulement à exemple. respecter les propriétés. Oui, les ensembles de particules pourraient être associés à ces statistiques, mais chaque particule Oui, individuelle même aurait une individuellement. propriété. Oui, c'est ça. Oui. Sinon, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Ou Ouais. bien, enfin, si, ça veut toujours. Si on se ramène aux mesures en laboratoire, je comprends ce que ça veut dire. Je demande ce que ça veut dire en dehors des laboratoires. Ouais, ok. Je m'étais jamais formulé ça comme ça, mais ok. Ouais. Si la théorie alors l'autre, comment dirais-je, tarte à la crème, c'est si la théorie de Brelbaum ne fait pas d'autres prédictions que la mécanique quantique, à quoi sert-elle? Et ça, on a répondu à cette objection. Ce n'est pas une autre théorie ou une interprétation de la mécanique quantique, mais la complétion de celle-ci, parce que la mécanique quantique, manifestement, a un trou, elle a un manque. Si on veut parler en termes de psychanalyse, elle ne dit rien sur le monde extérieur au laboratoire. Et alors, la théorie de Broglie complète. Et donc, c'est une théorie dont on déduit le comportement en laboratoire, qui est décrit par la mécanique quantique, par l'algorithme quantique, si on veut. Et donc, la mécanique quantique ordinaire, il faut l'avoir comme une conséquence de la théorie de Broglie ou une troncation de cette théorie, dans le sens que en pratique, dans beaucoup de cas, on peut oublier les trajectoires et alors, bon, on fait les calculs avec la fonction d'onde comme tout le monde fait et tout le monde est content. Simplement, il n'y a plus de paradoxe, il n'y a plus de mystère, etc. Et donc, je dis, elle sert à avoir une vue claire des phénomènes quantiques et à se débarrasser de toute référence à un observateur extérieur au système ou à la notion vague de mesure. Mais elle ne change rien à la pratique et à la façon de faire la physique. Elle élimine, comme je dis, des bibliothèques entières de mauvaises philosophies idéalistes, de mysticisme ou de physique incompréhensible. Et comme je dis, moi, j'aime pas beaucoup le mot militant, mais je suis un peu un militant de propager cette théorie parce que je veux aider les étudiants, entre autres, aider les étudiants en physique qui, pour moi, sont perdus. Et quand moi j'étais étudiant, j'étais perdu, et quand j'étais prof, j'étais pas prof de mécanique quantique, mais quand je parlais aux étudiants, je pense qu'ils étaient aussi perdus. Et Mais, je pense, mais est-ce que du coup, enfin, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin que, enfin, est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement ça change quelque chose quand même à notre façon de faire de la physique? Parce que certes, ça ça fait dépend les ce qu'on mêmes appelle faire la physique, prédictions. mais les calculs, tu vois, les calculs, finalement, comme les prédictions sont probabilistes, les calculs sont probabilistes et les calculs utilisent la fonction d'onde exactement comme n'importe quoi. Tu comprends? Simplement, il y a pas ce mystère où on te dit dans l'expérience des deux trous, la particule passe par les deux trous s'ils sont ouverts ou par un seul trou si l'un est fermé, etc. Non, elle passe par un trou et l'autre passe par les deux, c'est tout. Je veux dire, tu vois, il y a pas de mysticisme là. Tu vois? Dès que Ouais, tu ouais. penses à toi comme pilote, il y a Ok, plus de. mais Et c'est la même chose avec le spin, avec tout, hein. non, je sais pas. C'est juste, je pensais à un article l'autre fois que j'ai vu sur Google Scholar. Je l'ai pas lu, mais l'article, le titre de l'article, c'était un truc du genre. Euh, pourquoi est-ce que la théorie de Bohr-Bohm est intéressante ou utile quand on est instrumentaliste? Parce que je me disais tout le temps, mais si tu es instrumentaliste ou si tu es anti-réaliste, c'est-à-dire si tu considères que la science ne te dit pas des choses vraies concernant les entités non observables, on va dire, euh, quel serait l'intérêt finalement du débat sur les fondements de la mécanique quantique?
l'algorithme suffit, quoi. Tu l'appliques, tu fais des prédictions. Je Mais propose c'est qu'on un autre discute. débat. On en parlera la prochaine fois, peut-être. Oui, Sinon. oui, il vaut mieux en Ouais. parler la prochaine fois. Ok. OK? Vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, il y a aussi des gens qui disent l'existence de position des particules n'est-elle pas une question métaphysique plutôt qu'une question physique? Alors, c'est une remarque que je dois à Rodrigue Tumulca, on mettra en référence l'article. Un astronome de l'Antiquité aurait pu dire que les positions des planètes dans l'espace tridimensionnel ne peuvent être observées et que nous devons donc nous limiter nos théories à la description du mouvement des planètes tel qu'il nous apparaît, c'est-à-dire sur la surface d'une sphère sur fond d'étoiles fixes. C'est d'ailleurs comme ça que on pensait dans l'Antiquité, parce que si tu regardes les planètes, tu ne les vois pas dans l'espace à trois dimensions. Tu peux Ouais. imaginer qu'elles sont là sur une sphère, la sphère céleste, etc. Mhm. Un tel point de vue aurait sûrement influencé la physique, a influencé la physique. On ne peut pas dire qu'il était un intérêt purement métaphysique. Et donc, je ne suis pas d'accord pour dire que l'existence de trajectoire ne serait pas une question physique. C'est une question D'accord. physique, c'est une question de compréhension du monde. Parce que, Alors, évidemment, une autre tarte à la crème, c'est qu'on ne attends, peut pas mesurer. je veux juste te poser une question sur le truc d'avant, sur le point d'avant, parce que ça faisait un peu écho à ce qu'on venait de dire, mais en fait, là, la distinction que tu fais entre questions physiques ou scientifiques et questions métaphysiques, c'est la possibilité d'observer, c'est ça, les propriétés ou les entités en question. Tu Non, dirais. non, 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 non. Non, justement, la question suivante porte sur cette question de l'observation. Mais parce que il me semble que moi, tel que je comprenais l'argument, ça consiste à dire que ce qui est observable ou ce qui ne l'est pas, ça dépend bah, des techniques d'observation et de mesure dont on dispose en fait à un instant T. Mais ça dit rien. Et c'est vrai que ça rejoint, parce que je sais ce que tu vas dire après, mais sur la question suivante, mais ça ne nous, enfin, ça veut pas, c'est pas parce qu'on peut pas observer quelque chose à l'instant T ou qu'on peut pas l'observer directement, qu'on peut pas postuler son existence ou que c'est pas scientifique de postuler son existence. C'est ça l'argument ou pas? Avec les planètes. Ah, ben, je pense que tout le monde est content de considérer que les planètes, surtout quand on envoie quand on envoie une fusée sur Mars, on remarque qu'elle n'est pas à la même distance que la Lune, quoi. Je veux dire, la question ne se pose même plus. Il y a des tas de questions qui pouvaient paraître métaphysiques. Mais la question des positions des particules, le problème, c'est que quand tu détectes la position d'une particule, tu détectes toujours une position précise. C'est ça le Ouais, problème. Alors, il ouais. faut me faire croire que si on ne détecte pas, tu vois, c'est l'histoire de la Oui, c'est Lune n'est ça, pas là ouais. quand personne ne la regarde. Si Ouais, on ne ouais, détecte ouais. pas, alors non, elle est nulle part. Mais quand on la détecte, toujours quelque part, parce qu'il y a une condensation de la fonction d'onde. Pourquoi est-ce que je dois croire ça? Pourquoi est-ce que je dois croire ça? Quel est l'argument? Ah, la fonction d'onde est une description complète. Mais non, justement, c'est ce avec quoi on n'est pas d'accord. Et Mais ce ouais. qu'Einstein, Mais quoi? du coup, je suis pas tout à fait sûr d'avoir compris l'argument avec les planètes. Euh, Ben, c'est une analogie, c'est pas une très bonne analogie parce qu'effectivement, tu peux savoir les positions des planètes de façon plus détaillée que tu ne peux connaître les positions des particules. Ça, c'est vrai. ouais, C'est une analogie qui est coup-ci, coup-ça, mais ça n'empêche que l'analogie, c'est ceci. C'est que si, et ça on en discutera la fois prochaine, systématiquement dans l'histoire des sciences, le point de vue antiréaliste a été à bloquer les progrès. Ça a commencé évidemment avec Copernic, qui s'est protégé vis-à-vis de l'Église avec la préface d'Ossiandre à son livre où il dit oui, oui, mais ça, tout ce qu'on fait, c'est des méthodes de calcul, mais faut pas prendre ça au sérieux, il faut pas prendre ça à la lettre. On peut continuer à garder un système où la Terre est au centre de l'univers. Faut pas être embêté avec des curés, tu vois. hmm. Et je sais pas si tu connais ça ou si tout Oui, le oui, monde je connaît. connais. Ouais. Quand Copernic a fait, oui, mais bon, quand Copernic a publié son livre, il craignait évidemment d'être censuré par l'Église parce que l'Église trouvait très important l'idée que la Terre était au centre de l'univers, parce qu'après tout, c'est là qu'était venu Jésus, c'est là qu'il y avait des êtres humains, etc. C'est quelque chose de très important. On n'imagine pas que c'était juste une planète perdue quelque part dans l'univers. Et alors, le système héliocentrique qui était proposé par Copernic, il a juste dit oui, ouais, c'est plus simple pour faire des calculs, etc. Faut pas prendre ça à la lettre. Et évidemment, après, on a pris ça à la lettre et ça a évidemment beaucoup d'importance qu'on ait pris à la lettre. Mais on reviendra à la question Ok. laissons la question. Je ne suis pas d'accord, si tu veux, pour dire que c'est pas une question physique. Si, c'est une question physique, c'est une question de savoir ce que la physique dit sur le monde. Hmm. Alors évidemment, on revient maintenant justement à ce que tu dis. Donc, est-ce Ouais. que si on ne peut pas les mesurer? Alors, d'abord, c'est une erreur de croire que nous ne pouvons connaître que ce qui est mesurable directement ou de faire comme si c'était seul existait ce qui est mesurable.
Einstein a fait une remarque profonde à Heisenberg, qui raconte ça, je crois, dans la partie et le tout. Quand il a rencontré pour la première fois Heisenberg, je crois, en 26, il lui a dit, c'est la théorie qui nous dit ce qui est observable. Et c'est une erreur de vouloir introduire, parce qu'Heisenberg était très fort dans cette logique dite positiviste, qui est, une fois introduite dans la théorie, que des quantités observables. Einstein, non, dit non, c'est la théorie qui nous dit ce qui est observable. C'était une remarque qui était faite aussi par Duhem, c'est-à-dire si tu mesures un courant électrique avec un ampéromètre, ben en fait, tu ne vois jamais de courant électrique. Tu vois une aiguille sur un cadran, ou peut-être maintenant c'est numérique, mais peu importe, tu vas voir le résultat. La théorie te dit que ce que l'appareil fait, en principe, s'il fonctionne comme prévu, euh, c'est, comment dirais-je, il Ça te, mesure le courant. ouais, ça te mesure une C'est la même certaine chose pour grandeur. tout. Tu vois pas la gravitation. Si tu montes sur une balance, c'est la théorie qui Mm. te dit que la balance va indiquer ton poids et que le poids est lié à la gravitation. Et tout ce qu'on connaît comme ça. Parce que on te raconte toutes sortes d'histoires sur un dinosaure, mais les dinosaures, on n'a jamais que des os de dinosaures. On n'a jamais vu de dinosaures. D'accord? Si tu parles de la température à l'intérieur du Soleil ou à l'intérieur des étoiles, personne n'a été avec un thermomètre pour vérifier que cette température. Tout ça, c'est indirect. Presque tout ce qu'on connaît est indirect. Toute la santé, si on prend une prise de sang, on fait des inférences indirectes sur ta santé. Je veux dire, tu as toujours un édifice théorique qui alors te dit, effectivement, l'édifice théorique te dit que telle et telle chose finalement pourront être mesurées et finalement vont être observées. Et alors, évidemment, in fine, la valeur de la théorie, c'est qu'elle prédit correctement les expériences, les résultats de l'expérience. Ça, c'est Mm. vrai. Mais c'est absolument faux de dire que la théorie elle-même est basée sur des observations et simplement porte seulement sur les observations. Non. Les observations, c'est à la fin de la chaîne, elle porte sur le monde, elle te dit comment le monde fonctionne, et dans ce monde, il y a des objets un peu particuliers qui sont les appareils de mesure, et ces appareils de mesure produisent tel ou tel résultat en fonction de, de ce qui est dans le monde et de ce que dit ta théorie. Donc c'est la théorie qui établit un lien entre des choses qui sont pas directement observables et des choses que tu observes sur l'appareil de mesure, par Bien exemple. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, tu vois, quand tu prends la théorie de Broglie, si tu reprends mon dessin, ici, tu vois, si tu mesures la position de la particule en un point ici, mais tu peux retracer sa trajectoire. Bon, c'est pas très Ouais, facile à dessiner, oui, mais là, ouais. et tu sais en particulier que si elle arrive là, elle va être passée par ce trou-là, etc. Et Mm. donc la théorie te dit, te permet d'observer la trajectoire, tu vois. Mais évidemment, c'est théorique. C'est comme la vitesse, quand on dit que la vitesse est nulle pour la particule dans une boîte, c'est la théorie qui dit ça. Mais si tu crois, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne croirais pas à la théorie. C'est la théorie quantique. Et c'est uniquement parce qu'on a été endoctriné à l'idée qu'il n'y a pas de trajectoire, etc., que on n'est pas prêt à écouter ce que dit la théorie. Mais si on faisait comme on fait avec l'électromagnétisme, avec toutes les théories quantiques, toutes les théories physiques usuelles, ou avec la théorie de l'évolution, tout ce que tu veux, euh, à mon avis, on accepterait que, effectivement, on peut connaître la trajectoire, même si on ne peut pas l'observer. Quand les gens parlent de mesurer, ils pensent à la mesurer constamment. Alors là, j'ai pensé à toi comme si on filmait un coureur cycliste, évidemment, puisqu'on a eu le Tour de France, le Tour d'Italie, d'Espagne, etc. Donc on a toutes des vidéos avec des coureurs. Et d'ailleurs, on voit parfois, pas le caméraman nécessairement, mais les motos, les gens qui sont sur le bord de la route qui perturbent, qui provoquent une chute de Ouais. coureurs cyclistes. Dans le cas quantique, évidemment, ces mesures perturberaient le système et la trajectoire serait différente de celle suivie en absence de mesure. Mais de nouveau, je ne vois rien d'étonnant parce que pour percevoir quelque chose de microscopique, nous devons essentiellement interagir avec le monde microscopique au moyen d'un appareil qui est forcément macroscopique. Et ce n'est pas surprenant que cet appareil perturbe l'objet microscopique. Parce que tu as un gros truc qui doit perturber un truc très petit. Et d'autre part, la trajectoire perturbée. Donc, si on prenait par exemple une trajectoire ici et on l'observait constamment, alors évidemment, on aurait une toute autre trajectoire, mais ce sera encore une trajectoire obéissant à la théorie de Broglie, simplement, elle serait différente de la trajectoire non observée. Mais Mm. je vois rien. Et Quoi? de façon un peu paradoxale, ça reprend l'intuition de Bohr, ce que tu avais dit, quoi. L'idée que l'appareil de mesure perturbe le système Oui, 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 en oui, mécanique oui, quantique. oui. Mais Bohr, laissons de côté l'intuition de Bohr, mais c'est vrai que Bohr avait cette idée. Mais Bohr, il voulait dire qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait, tu vois, parce que l'appareil de mesure était intriqué avec la particule et on ne pouvait pas Ouais. séparer les propriétés de la particule et l'appareil de mesure. Et effectivement, pour faire cela, tu as besoin d'une théorie. Mais les théories, bon, il y avait la théorie de Broglie, mais il a abandonné très vite et c'est uniquement avec Bohm. Et puis il a fallu encore raffiner les trucs avec les théorèmes sur les variables cachées pour comprendre exactement ce qui se passait, etc., etc.
Mhm. Alors maintenant, je vais venir à des objections un peu plus techniques, qui supposent un peu plus. Par exemple, une objection qui a été faite par Pauline, euh, c'est que la théorie brise la symétrie entre la position et le moment. Parce que il estimait qu'il y a un outil mathématique qu'on appelle la transformée de Fourier. Et alors, avec la transformée de Fourier, on peut écrire la fonction d'onde, par exemple, dans l'espace des x, ou comme on dit, dans l'espace des p, dans la variable Mhm. p. Et la variable p, c'est la variable qui correspond au moment, ou l'impulsion, si tu veux, ou la vitesse, si tu veux, d'une certaine Mhm. façon. Et alors, comme je dis, d'abord, c'est aussi tout mon cas qui dit ça. Il n'y a pas de telle symétrie parce que l'équation de Schrödinger s'écrit naturellement dans la variable d'espace. On peut la réécrire en utilisant les variables de moment, mais ça devient une équation compliquée et peu C'est quoi naturelle. est-ce que tu peux expliquer la symétrie à laquelle tu fais allusion, la préciser? Ah, mais je viens de dire la transformée de Fourier. Juste le passage de l'un à l'autre. Oui, tu peux D'une écrire tu représentation peux écrire la spatiale fonction d'onde dans l'espace. En général, dans les cours, on dit dans l'espace des x ou dans l'espace des p. C'est-à-dire, on peut l'écrire dans l'espace des x. Si tu prends le transformé de Fourier de la fonction d'onde dans l'espace ordinaire, Ouais, alors ça devient la fonction d'onde qui te donne la dans le- distribution des moments. ouais, Et alors, on dit, voilà, il y a une équivalence entre position et moment. ouais. Mais pour une première objection, c'est que c'est pas vrai, parce que l'équation de Schrödinger n'est pas, s'écrit pas facilement dans ce cas-là. Et toutes les mesures d'observation que l'on fait peuvent s'exprimer en fin de compte en termes de position. Par exemple, la vitesse est définie à partir de position. Tu as une certaine position, tu divises par le temps écoulé, et alors tu obtiens la vitesse. Et donc, c'est toujours dérivé à partir des positions. C'est quand tu as les trajectoires, tu peux définir la vitesse. Aussi, si tu as une trajectoire, tu définis la vitesse comme la dérivée de la trajectoire par rapport au temps. Et Hmm. dans l'exemple que j'ai dit de la mesure du spin, par exemple, tu as la particule qui va vers le haut, qui va vers le bas. Si elle va vers le haut, dans la direction du champ, on dit que le spin est up. Si elle est vers le bas, on dirait que le spin est down. Mais la seule chose que tu vois, c'est qu'elle va vers le haut ou vers le bas. Tu ne vois pas le spin. De nouveau, c'est la théorie qui te dit que c'est le spin qui est up ou down. D'accord? Et même dans la mécanique quantique ordinaire. Et donc, le rôle privilégié des positions est naturel. Et si l'on prédit correctement les positions des particules, on prédira aussi correctement les résultats de toutes les autres mesures. Parce que si tu as, par exemple, une statistique ici, ça va être moitié-moitié, mais si c'était une autre statistique, mais néanmoins, comme c'est des positions des particules que tu vas déterminer et qui vont être dont la statistique va être donnée par la théorie de Brelbaum, ben, les statistiques pour le spin, par exemple, les mesures de spin, vont être en accord avec la règle de Bohm, avec la mécanique quantique ordinaire. Et c'est la même chose pour la vitesse. Ok. Alors, une autre objection, c'est que l'onde pilote déplace la particule, mais la particule n'a pas d'influence sur son onde. Pourquoi il n'y a pas d'action-réaction? Alors moi, je ne vois pas pourquoi il devrait y en avoir une. En physique classique, il n'y a pas de réaction des particules sur l'hamiltonien, sur les potentiels. Quand on écrit les équations du mouvement, on peut les écrire en termes d'hamiltonien, c'est un objet mathématique. Bon, il n'y a pas de réelle réaction des particules. Ce qu'il y a, c'est que les potentiels, par exemple, qui entrent dans l'hamiltonien, sont déterminés par le contenu matériel de l'espace et ces potentiels entrent à leur tour dans les équations qui déterminent le mouvement des particules. Donc, on a en fait un truc à deux étapes. D'une part, le contenu matériel de l'espace détermine ce qu'on appelle les potentiels, par exemple gravitationnels ou l'électricité ou ou Coulomb, tout ce qu'on veut. Et puis après, dans les équations du mouvement, ces potentiels guident le mouvement des particules. Donc on a une Et circularité, c'est ça? non, 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 il n'y a pas de circularité. Non, non, Tu ça peux serait pas dire catastrophique. que tu peux pas dire que la distribution des particules dans l'espace change le potentiel qui lui-même Ah oui, oui, elle constitue les change alors. particules Oui, oui, et oui, qui alors elle change change, à ça son change le tour le potentiel. Oui, oui, bien potentiel. C'est sûr. ça la circularité que je voyais, ouais. Ou une Oui, rétro. mais Ouais, c'est pas une enfin, circularité, c'est non, un mais truc c'était qui pas une peut critique. penser à deux étapes. Tu vois, Ouais, ok. le contenu matériel de l'espace détermine les potentiels qui entrent dans l'équation de Schrödinger, et celle-ci détermine l'évolution de la fonction d'onde, laquelle à son tour guide le mouvement des particules. Hmm. Et l'analogie que je préfère, c'est celle, mais peut-être pas très connue, c'est la relativité générale, parce que la relativité générale dit que le contenu matériel de l'espace détermine la géométrie de l'espace-temps, et celle-ci détermine à son tour le mouvement des particules, parce que alors, les particules suivent des géodésiques dans la géométrie de l'espace-temps, mais l'espace-temps, la géométrie est déterminée par le contenu de l'espace. Hmm. Et c'est un peu la même chose avec la fonction d'onde. Et, Alors, il y a et tu serais, parce que j'avais entendu une objection de Maudelyne à ça, disant que quand on prend par exemple le cas de
force d'attraction gravitationnelle dans la théorie de Newton, euh, la force d'attraction gravitationnelle va agir sur les corps et Mhm. personne ne va dire mais quelle est la réaction des corps contre la gravitation, quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux Non, dire? On cherche pas une action des corps en retour sur la gravitation. non. Ça n'a pas de sens. Et lui dit la même chose, en fait, il me semble, dans un podcast, je crois que j'avais entendu ça. Ouais. Tu Ouais, serais d'accord ouais. avec ça ou... Mais c'est ce que je dis, non? C'est exactement ce que je dis ici. Il n'y a pas de réaction des particules sur les potentiels. Oui. Le potentiel, tu parles de force de gravitation, mais tu parles des Oui, oui, potentiels. non, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, oui, non, t'as raison, oui, c'est vrai, c'est juste, en fait, c'est l'exemple qui change, quoi. Non, mais c'est le même exemple que modeling. Oui, c'est le même exemple, mais c'est pas, oui, ok, mais c'est pas les mêmes, c'est pas formulé dans les mêmes termes, mais ok. Oui, lui il parle de force et moi je parle de potentiel, mais la force c'est la dérivée du potentiel. Oui, c'est vrai. Alors on me demande aussi qu'est-ce qui crée l'onde pilote et comment disparaît-elle? Ben, elle n'est pas créée, elle ne disparaît pas. En fait, moi je trouve que c'est plus facile de penser à ça comme l'hamiltonien, comme une loi de la nature, si tu veux, plutôt qu'à une onde comme des ondes sonores ou lumineuses. Parce que c'est une loi parce qu'elle guide le mouvement des particules. Et il ne faut pas oublier que la fonction d'onde est définie sur l'espace de configuration et pas sur l'espace ordinaire. Alors, toutes les autres ondes physiques, sonores, électromagnétiques, etc., ou les ondes de l'eau et tout ce qu'on veut, elles sont toujours définies sur l'espace ordinaire. Et donc, tu peux penser abstraitement qu'il existe une fonction d'onde de l'univers qui détermine le mouvement de toutes les particules, et les fonctions d'onde utilisées en pratique sont les restrictions à des cas particuliers de cette fonction d'onde universelle qui n'est pas connue évidemment, mais tu peux imaginer, comme tu peux imaginer qu'un Hamiltonien de l'univers, etc. C'est un peu abstrait, mais c'est plus facile de penser à ça comme ça plutôt que de penser à une onde qui se propagerait dans l'espace ordinaire. Parce que si on envisage la chose de cette façon, quand il y a une seule particule, ça marche bien, comme tu le montres sur les schémas avec les fentes de Young, parce que la fonction d'onde se propage ou est définie sur un espace en trois dimensions, comme il n'y a qu'une particule. Mais à partir du moment où il y a plusieurs particules, il y a ce décalage dimensionnel là, que tu avais évoqué dans la première vidéo. Ouais. Donc la seule option qui reste à ce moment-là, c'est de dire que c'est pas une onde, c'est pas une entité, je sais pas, enfin, ontologique au sens de, c'est pas un objet qui existe, quoi, c'est plutôt une loi. Ben, tu peux la voir comme un objet qui existe, mais il est un peu bizarre, quoi. Ouais, et Mais une des remarques que j'aime le mieux de Broglie, c'est quand il a dit que c'était un peu bizarre d'avoir un espace de configuration où il n'y a pas de configuration. Parce que oui, l'espace de configuration, c'est l'espace de toutes les positions possibles des particules. Et alors on déclare, mais il n'y a pas de réelle position des particules. Et ouais. ça c'est bizarre. Donc on définit la fonction d'onde sur l'espace de toutes les, enfin, dans un repère en fait qui est construit à partir des vecteurs propres de l'opérateur position, donc sur l'espace des configurations, mais on dit qu'il n'y a pas de configuration, enfin, dans le cas de la mécanique quantique ordinaire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc ça, c'est vrai C'est que ça paraît vraiment absurde, ouais. c'est ça. Une question qu'on pose, c'est de savoir si la théorie de Broglie résout le problème de l'effondrement de la fonction d'onde, qui est supposé être un problème fondamental, puisque dans la version habituelle du problème, on dit voilà, quand il n'y a pas de mesure, la fonction d'onde évolue suivant les quotients de Schrödinger, et quand il y a une mesure, ben, elle s'effondre sur le résultat de la mesure. Bon, en fonction du résultat de la mesure. Et ça, c'est supposé être bizarre. Mais dans la théorie de Broglie, la fonction d'onde, stricto sensu, ne s'effondre jamais. Mais si on prend l'expérience que j'ai répétée plusieurs fois de mesure du spin, ici on a la particule, elle va aller vers le haut. À partir du moment où elle est détectée vers le haut, alors elle interagit, si on veut, la fonction d'onde interagit avec un gros objet, forcément l'appareil de mesure. Et cette partie de la fonction d'onde qui est tout aussi réelle que l'autre, mais qui ne guide plus la particule, non seulement ne guide plus la particule maintenant, mais c'est un effet de la théorie, elle ne la guidera jamais dans l'avenir. Et donc, on peut l'oublier en pratique. Mais en théorie, si on veut la garder, on la garde, hein, il n'y a aucun problème. Mais donc, en pratique, il y a un effondrement, mais en théorie, il n'y en a pas, il n'y a Et rien de particulier, rien de mystérieux qui se passe. Oui, ça me fait penser, tu sais, une question que quelqu'un a posée sous la dernière vidéo, c'était qu'est-ce que prédit ou comment est-ce que la théorie de De Broglie explique le fait qu'il y a une disparition des franges d'interférence quand on met un appareil de mesure juste derrière une des fentes? oui. Ta réponse, en fait, répond aussi à sa question. Mais la réponse est simplement que l'appareil de mesure, l'appareil de détection va interférer avec la fonction d'onde et en pratique va faire disparaître la partie de la fonction d'onde qui passe par le trou, quand, là où il y a un détecteur. Et donc même quand la particule ne passe pas par le trou,
son comportement ultérieur va être influencé par le fait que la partie de la fonction d'onde qui passait par l'autre trou, Et en pratique, séparer. disparaît. Et alors, on peut se restreindre. Et alors, on a une fonction d'onde qui passe par un trou seul, qui est celui par lequel passe la particule et qui guide la particule. Mais alors, les franges d'interférence disparaissent comme si le trou dans l'autre trou était bouché. Mais les deux ondes peuvent plus interférer. Les deux ondes peuvent plus interférer parce qu'elles sont séparées sur l'espace des configurations. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que, si tu veux, la fonction d'onde qui détecte l'appareil qui détecte la particule a aussi une fonction d'onde et cette fonction d'onde devient couplée à Hmm. l'appareil, à la Ouais, particule. Mais alors que la particule, c'était une fonction d'onde d'une particule, quand on prend le chat ou quand on prend l'appareil de mesure, on a une fonction d'onde avec énormément de variables. ouais, Et alors, faire interférer deux fonctions d'onde avec énormément de variables, ça, c'est en pratique impossible. ouais. C'est la décohérence. Mais c'est comme là, oui, si tu veux, on peut prendre ce mot-là, mais je fais remarquer que cette notion était déjà dans l'article de Bohm de 52, hein, Ouais, c'est pas une nouveauté, et c'est essentiel pour que la théorie de Bohm ait un sens, qu'on ne puisse pas faire interférer, mais cette impossibilité en principe, c'est comme l'idée de faire diminuer l'entropie. Tu vois, en théorie, tu peux renverser les vitesses des particules et d'un gaz, et tu vas faire que le gaz va, entre guillemets, retourner dans son passé, et son entropie va diminuer, mais en pratique, c'est impossible. Dès qu'il y a beaucoup de particules, c'est impossible. C'est plus ou moins la même chose. Donc, alors évidemment, l'objection suivante, c'est de dire il y a des ondes fantômes, parce qu'évidemment, cette onde ici, maintenant, comme je dis, on peut s'en débarrasser, mais on peut aussi la laisser se balader, et alors c'est une onde fantôme, et alors on dit est-ce que c'est pas choquant? Mais évidemment, ces ondes fantômes existent aussi en mécanique quantique ordinaire, font partie de la solution de l'équation de Schrödinger, simplement on les élimine par décret, tandis que dans la théorie de Broglie, on peut les éliminer pour des raisons pratiques, mais pas de principe. Elles ne dérangent pas si on les garde. Et c'est pas très étonnant, plus étonnant que l'existence d'ondes électromagnétiques dans le vide. Par exemple, ici, je n'ai pas de radio allumée, j'ai pas de TV allumée, mais si j'en allumais une, alors les ondes, bon, c'est un peu compliqué parce que maintenant on utilise le câble, mais disons à l'époque on envoyait où les ondes circulaient par antenne, etc., étaient captées par les antennes. Ben, si tu ne mets pas d'antenne, si tu mets pas de TV, de radio, etc. en marche, ben, tu ne perçois pas les ondes qui viennent néanmoins. Les ondes sont là, tu vois, elles sont là virtuellement. Les ondes envoyées, je sais pas, par TF1 ou la 2 ou peu importe, ces ondes sont là, mais elles n'interagissent pas avec la matière, et donc elles sont là pour rien, si tu veux. Et c'est un peu la même chose avec l'onde fantôme ici. Mais si tu mets un appareil qui va interagir avec l'onde, alors là, tu vas voir des conséquences de l'existence de ces ondes. Alors, la question la plus une question très fréquente, c'est est-ce qu'elle peut être étendue à la théorie quantique des champs? Parce qu'en théorie, dans la théorie classique, on a essentiellement deux quantités. On a le mouvement des particules qui est réglé par les lois de Newton, et puis on a les ondes électromagnétiques qui sont les équations de Maxwell et qui guident le mouvement des particules, mais qui se propagent dans l'espace à trois dimensions. Et donc, classiquement, on avait à la fois des particules et des ondes. Et quand on a développé la mécanique quantique, très tôt dans les années 30, les gens se sont demandé, mais est-ce qu'on peut faire une théorie des champs, enfin des ondes, d'équivalent des ondes électromagnétiques? Et cette question est souvent posée par des gens qui veulent se débarrasser de la théorie de Broglie. Quand j'en parle, j'ai des réponses. Oh, oui, mais votre théorie, là, ça ne va pas marcher pour le spin. Non, non, ça marche pour le spin. Même ça ne va pas marcher pour la théorie des champs. C'est-à-dire qu'ils ont envie de dire, foutez-moi la paix, venez pas m'embêter avec ces histoires, alors que la question a été abordée par Bohm en 52. Récemment, j'avais encore une discussion sur un réseau social euh, avec quelqu'un qui me dit oui, ça marche pas pour la théorie des champs. C'est vraiment, mais il n'a pas passé 5 minutes à essayer d'étudier la théorie de Broglie, à comprendre ce qu'elle dit, il veut s'en débarrasser. Et Or, ouais. en 52, Bohm en parle. Donc, c'est dès le début, il en parle de la théorie des champs. Et donc, j'ai une réaction que je dirais philosophique, c'est que tous les débats des années 30 entre Einstein et Bohr et von Neumann et toutes les histoires de Bell, de non-localité, le chat Schrödinger, tout ce que Schrödinger a écrit, etc., tout ça portait sur la théorie de la mécanique quantique ordinaire, c'est-à-dire non, pas des champs, d'accord? Et non relativiste.
Et alors, quand on vient avec cette avalanche de paradoxes, le chat qui est vivant est mort et l'observateur qui est né, sauf quand on le regarde, et là, tous ces trucs-là, et puis on vient avec la théorie de Brébant, on dit, mais non, vous savez, tous ces problèmes ont disparu, hein, il n'y a plus aucun de ces problèmes. Alors, il me semble que Ouais, la réaction philosophique naturelle, c'est de dire, mais c'est très intéressant, je vais essayer de comprendre ça, et je vais moi essayer de l'étendre à la théorie des champs plutôt que de balancer à l'adversaire, ah, ça ne marche pas en théorie des champs, foutez-moi la paix, tu vois. Et c'est ça l'attitude psychophilosophique que j'ai, et pas la mienne, mais j'estime que c'est la bonne réaction, c'est de dire, si vous résolvez tous ces problèmes qu'on a dans tous les débats classiques, et qui sont répétés dans les livres, ce serait intéressant. Mais en plus, il existe des extensions de la théorie aux théories quantiques des champs. Je dis, il y en avait déjà en 52 chez Bohm, mais il y a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que les théories des champs sont en fait très mal définies mathématiquement. Je pense que beaucoup de gens ont un préjugé un peu en faveur des champs. Ils n'aiment pas l'idée de particules ponctuelles et ils ont l'impression, d'abord, ils confondent aussi les champs et les fonctions d'onde. Les fonctions d'onde, c'est pas les champs, c'est encore autre chose. Mais ils hmm, imaginent que le monde est rempli de champs qui vibrent, qui font ceci, qui font cela. Euh, Ça leur paraît, peut-être pour des raisons qui m'échappent, ça leur paraît plus intuitif. Mais il faut savoir que, en théorie des champs, donc il y a une théorie une quantique des champs, mais les champs sont des objets mathématiques très particuliers. Pour ceux qui savent ce que c'est, ce sont des distributions, ce ne sont même pas des fonctions. Donc, ce ne sont pas des fonctions lisses comme on les imagine, etc. C'est des objets mal définis. Et alors, évidemment, les extensions de la théorie de Breuil-Bohm à ces théories sont aussi très mal définies. C'est très formel. En plus, il y a différentes façons, parce qu'il y a dans la nature des bosons et des fermions. Et alors, il y a une question de savoir si on a une théorie des champs uniquement pour les fermions, ou bien à la fois pour les fermions et les bosons, etc. Je donnerai des références dans la description, mais il n'est pas facile de déterminer quelle est la meilleure. Ça, d'accord. c'est ça, c'est le problème. Mais c'est tout à fait faux de dire ah, ça n'a pas d'extension à la théorie des champs aussi. Mais aussi, il faut me dire ce que c'est que la théorie des champs. Les gens ont une vue très naïve de ce que c'est que la théorie des champs. En plus, quand on prend vraiment la théorie des champs, ça permet de calculer de façon extraordinairement précise, c'est pas ça la question, ce qu'on appelle des sections efficaces de diffusion dans des expériences. C'est encore plus lié au laboratoire que la mécanique quantique. Enfin, pas plus, mais c'est vraiment des choses qui te permettent de calculer ce qui se passe dans les accélérateurs et des trucs comme ça, avec une précision extraordinaire, ça c'est vrai, mais imaginer qu'on a un monde rempli de champs et qu'on a une théorie de ce qui se passe avec les champs, non, ça c'est pas vrai. Ok, donc on idéalise, enfin les gens ont tendance à idéaliser la théorie quantique des champs. Je pense, oui, je pense. Il y a un certain nombre de problèmes mathématiques aussi avec les infinis, non? Oui, 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 oui. C'est sûr que c'est des distributions, c'est lié aux infinis. Oui, il y a le problème des infinis. Il y a en partie une résolution de ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans Ouais, les non. termes techniques, mais disons que tout ce que je voulais dire, c'est que c'est pas si simple mathématiquement. Et alors, évidemment, la théorie de Broglie-Bohm, qui est tout à fait bien définie, entre parenthèses, dans le cas des particules, n'est pas dans la théorie des champs et qui a plusieurs Ouais, versions. Alors, les ok. problèmes de sous-détermination, si tu veux. Alors, on me demande aussi dans quoi se propage l'onde. Mais c'est un objet abstrait qui ne se propage pas vraiment, il ne se propage pas dans l'espace ordinaire. Et donc, je ne parlerai pas de retour à l'éther parce que l'éther était supposé exister dans l'espace ordinaire et c'était l'espace dans lequel se propageraient les ondes électromagnétiques. Ça, c'était l'idée de l'éther avant qu'on l'élimine avec la relativité. Mais ça, on peut faire la distinction entre, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai pas dit clairement quand je faisais référence à la remarque de Modeline, mais la distinction entre une entité ontologique, c'est-à-dire un objet qui existe physiquement, et une entité nomologique, c'est-à-dire une entité qui apparaît dans une loi, par exemple, comme la gravité. Oui, Et bien sûr, moi je pense, je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'il vaut mieux penser à ça comme une loi. Mais moi, si on veut penser ça comme un objet physique, c'est pas un mythe, c'est pas l'effet au fond du jardin, c'est oui, quelque chose qui est réel. Mais évidemment, qu'est-ce qu'est le réel? C'est pas imaginaire, c'est pas un conte de fées, mais c'est la fonction d'onde, tu peux la penser comme une loi de la nature. Et alors, évidemment, si tu penses en ces termes-là, la question de la propagation ne se mais pose pas vraiment. à la différence de l'éther, l'éther, c'était considéré comme une entité ontologique, comme quelque chose qui existait Oui, bien comme une sûr. loi. Oui, bien sûr. Oui, Il y a oui, quand même oui. cette différence. Et sur la question
de Non, mais l'idée de l'éther, la question, c'est de dire qu'il faut postuler un éther dans lequel se propagerait l'onde. Et ça, mais comment Ah, ça, d'accord, ok, c'est d'accord, j'ai ça ce pas que la compris. question veut dire, mais il n'y a Ok, pas ok. il y a pas de, non, non, c'est pas que l'onde serait un éther, mais c'est Ah, que d'accord, ok. l'onde se propagerait dans un éther, mais elle ne se propage dans rien, quoi. Elle est là. Hmm. Ok, ouais, je comprends. Alors, Alors, il y a la question auquel on a déjà répondu, mais qui est l'histoire de la non-localité. Comment réconcilier ça avec la relativité restreinte? Alors, c'est lié souvent à la théorie quantique des champs. Alors, on dit, est-ce que Alice et Bob a mesuré le speed en premier? Et quel sens est-ce que ça peut avoir dans un cadre relativiste? Alors, on a déjà abordé cette question quand on a répondu aux objections concernant la théorie de Broglie-Bohm. Le conflit avec la relativité ou la difficulté avec la relativité est dû à la non-localité et pas à la théorie de Broglie-Bohm en tant que telle. oui, En relativité restreinte, la notion de simultanéité est relative au référentiel, c'est-à-dire que si je peux envoyer instantanément un message à une grande distance, à quelqu'un qui se déplace dans une vitesse, avec une grande vitesse, bon, dans mon présent, j'envoie ce message à Bob, mettons, qui est dans sa fusée, qui va très vite, mais Bob, son présent à lui, ça peut être Napoléon, ou ça peut être le futur président de la France hmm, après les prochaines élections ou en 48, en 2048. Enfin, ça peut être des événements dans mon passé, dans mon futur. Et hmm, alors, évidemment, si lui peut envoyer des messages instantanés, mettons que pour lui, comment dirais-je, son présent à lui, bon, on ne va pas remonter jusqu'à Napoléon, mais ce serait 1950, alors il peut envoyer un message à mes parents pour leur dire de ne pas me faire ou à mes grands-parents d'éviter un accident qu'ils ont. Enfin, on peut inventer toutes sortes de ouais, scénarios. Et alors, on a ce qu'on appelle des boucles causales où, d'une certaine façon, je peux tuer mon grand-père et alors, évidemment, si je n'ai pas de grand-père, je n'existe pas. Donc, il y a il y a plein de c'est paradoxes. totalement inacceptable si tu peux. Et donc, évidemment, la non-localité, on l'a expliqué, ne permet pas d'envoyer des signaux à une vitesse plus vite que la vitesse de la lumière. Mais il y a la question de la causalité. Et si la causalité est relative, la notion de simultanéité est relative au référentiel, alors la causalité, celui qui mesure la spin en premier, qui réduit ou qui fait l'équivalent de réduire la fonction d'onde de l'autre, ça c'est une question qui départ du référentiel. Et ça c'est très désagréable. Parce que ou bien on abandonne la notion de cause et d'effet, ou bien on introduit un repère privilégié mais inobservable dans lequel la causalité a vraiment lieu. Mais aucune des branches de ce dilemme n'est agréable, mais je ne vois pas comment éviter ce dilemme. Mais c'est ce qu'on avait dit la fois. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on abandonne la notion de causalité? Ben parce que si tu ne sais pas qui agit sur qui, si Oui, ça dépend du repère, si tu dis oui, mais c'est Alice dans le laboratoire, je vois que c'est Alice qui réduit qui fait l'expérience en une microseconde ou en une fraction de microseconde avant Bob. ouais. D'accord? Oui, mais dans un autre laboratoire, dans une fusée qui décrit la même expérience, c'est Bob qui fait l'expérience d'abord. Hmm. Parce que, Et la notion de causalité implique que la cause précède l'effet, oui, temporellement. ça, je pense que ça, c'est assez Ouais, élémentaire. ouais, Ah, si tu me dis que la cause précède pas l'effet, alors effectivement, tu as un monde, si tu veux, tu peux imaginer un monde quadridimensionnel où il y a un certain nombre d'événements qui se produisent et tu ne discutes pas de savoir s'il y en a un qui est avant l'autre parce que ça dépend effectivement du référentiel et tu ne penses plus en termes de cause et d'effet. Ça, c'est vrai. Tu peux penser ce qu'on appelle parfois l'univers bloc, c'est-à-dire tu considères tout l'univers depuis le Big Bang jusqu'à je ne sais pas quand, jusqu'à la fin, euh, où tu as tous les événements qui sont là, tu vois. hmm. Ils sont simplement là. Ouais, ouais, C'est-à-dire que Napoléon, il existe au même sens que Tokyo existe. Parce qu'on est ouais. dans un continent d'espace-temps. Je ne peux pas communiquer avec Napoléon, mais je ne peux pas communiquer avec Tokyo non plus, pas instantanément. Tu vois? Hmm. Et, mais Ok, aucune de ouais, je ces comprends. solutions n'est agréable. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, la dernière question, je pense, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres interprétations de la mécanique quantique qui résolvent le problème de la mesure? Alors, on mettra le lien en description, mais je vais quand même montrer le livre si j'arrive à le soulever. Un livre de, C'est long, ouais. j'ai un petit chapitre, 1200 mais pages. de 1200 pages, euh, consacré uniquement à l'histoire des interprétations. Et donc, il y en a beaucoup, mais il faut commencer par... D'abord, une première chose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des interprétations? Alors, il n'y a pas d'interprétation réellement de la mécanique classique, l'électromagnétisme, etc. On a des objets qui se déplacent, qui sont là dans le monde. Il y a pas... Après, les philosophes ont parfois inventé l'idée qu'il fallait faire une interprétation aussi d'autres théories.
Mais moi, je vois pas pourquoi il faut faire l'interprétation. L'interprétation, la nécessité d'interpréter la mécanique quantique, c'est vraiment parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, la fonction d'onde, et donc on veut lui donner un sens. Hmm. Et alors, tu peux distinguer des interprétations différentes catégories. D'abord, il y a toutes celles que je vais appeler Copenhague, Néo-Copenhague, etc., qui font référence à un niveau fondamental à la notion d'observateur ou de mesure, ou à une distinction de principe entre ce qui est quantique et classique. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait du classique qui passe comme limite de, quand on prend des objets macroscopiques qui sont classiques, etc., mais il n'y a pas de limite bien définie, il n'y a pas de Hmm. saut entre les deux. De frontières nettes, Euh, ouais. euh, et tous ces trucs cherchent à résoudre le problème de la mesure, qui pour nous n'est pas vraiment fondamental, comme on l'a expliqué. Le Hmm. problème, c'est le sens de la fonction, c'est l'ontologie, comme on dit, c'est le sens de la fonction d'onde en dehors des laboratoires. Alors, il y a aussi des interprétations que je n'aime pas du tout, qui proposent de changer les lois de la logique ou celles des probabilités, mais ça, je prétends, que ce sont des lois du raisonnement, et qu'alors, si tu changes ces lois-là, ça devient pratiquement incompréhensible. Par exemple, je connais quelqu'un qui considère qu'on peut dire qu'une proposition P est vraie, qu'une proposition Q est vraie, mais la proposition P et Q n'a pas de sens. Non, pour moi, si P est vrai et Q est vrai, alors P et Q est vrai aussi. Hmm. Tu vois? C'est des Ouais, trucs très élémentaires, c'est pas des trucs compliqués en logique. Hein. ouais, ouais. Ces questions ces modifications touchent à l'intelligibilité même du discours. Oui, oui. Alors, il y a trois types de théories réalistes. Alors là, j'appelle théorie et pas interprétation. C'est des théories sur le monde qui sont liées à la mécanique quantique, qui sont comme évidemment ceux dont on parle ici, mais la théorie de Breit-Böhm, en fait, il existe plusieurs variantes. Il y a une théorie de l'effondrement spontané et la théorie des mondes multiples. Alors, l'effondrement spontané de la fonction d'onde, c'est une théorie qui a été proposée par trois personnes en Italie, Ghirardi, Rimini et Weber, euh, qui postulent qu'il y a une espèce de phénomène aléatoire dans l'univers qui fait que la fonction d'onde s'effondre particulièrement pour les objets macroscopiques. Donc le chat est dans une superposition vivant et mort, et pouf, il va subitement s'effondrer sur un des deux termes. Et si on prend une particule qui passe par les deux trous, ben, la fonction d'onde va passer par les deux trous, mais l'effondrement va être relativement rare et on ne va jamais voir d'effondrement pour une particule. Mais quand il s'agit de toutes les particules d'un chat, alors ces effondrements sont suffisamment fréquents pour que on ne voit pas que le chat ne soit pas vivant et mort plus qu'une microseconde. Ça, c'est l'effondrement spontané. Alors, Qui mon modifie la objection, dynamique de la mécanique quantique c'est une orthogonale. mécanique, si tu veux, c'est une modification stochastique de l'équation de Hmm. Schrödinger. Mais ça se fait uniquement au niveau de l'équation de Schrödinger. Donc, en particulier, il n'y a pas, si tu veux, d'abord, premièrement, cette théorie ne peut être vraie que si la mécanique quantique ordinaire est fausse. Ouais. Alors, en plus, comme on a testé la mécanique quantique à une grande précision, euh, il faut ajuster les paramètres parce qu'il faut que les effondrements soient pas trop fréquents, parce que Hmm. sinon on remarquerait des différences pour une particule, et assez fréquents pour que quand tu as un nombre de particules comme il y a dans Élevé. un chat, alors Ouais. l'effondrement se produit presque tout de Ouais. suite. Et donc, il y a une fenêtre, si on veut, qui se Étroite. rétrécit tout le temps au Ouais. cours du temps, et ils ajustent leurs paramètres pour éviter qu'elle soit réfutée empiriquement, ce qui n'est pas évidemment très, comment dirais-je, très attrayant d'un point de vue scientifique. Hmm. Et alors, l'ontologie, je ne vais pas la discuter parce que ça nous entraînerait trop loin, mais comme ils ont fait une théorie uniquement en pensant à la fonction d'onde, ils ne se sont pas posé la question de ce que la fonction d'onde signifiait en dehors du monde. Leur fonction d'onde reste définie sur un espace multidimensionnel. Et donc, qu'est-ce que cette fonction d'onde veut dire? C'est pas clair. Alors, ils ont inventé des solutions, mais qui, à mon avis, sont extrêmement bizarres. Hmm. Les théories des mondes multiples, elles sont malheureusement très populaires, mais j'ai l'impression qu'elles le sont pour leur côté romantique plutôt que pour leur vraisemblance. Parce que dans l'histoire des mondes multiples, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une expérience quantique, mettons, avec deux possibilités de résultats, il y a un appareil de mesure où le chat, disons, on va dire qu'on va revenir avec le chat, il va y avoir un monde où le chat va être vivant et un monde où le chat va être mort, et ainsi de suite et donc, moi qui regarde ce qui se passe, il y a deux copies de Jean Bricmont. Il y a une copie de Jean Bricmont dans l'univers où le chat est vivant et qui voit le chat vivant, et un Jean Bricmont dans l'univers où il est mort et qui voit où il est mort. Et alors, depuis qu'on est en train de parler, je n'ai aucune idée du nombre de zillions de copies de toi et de moi qui se sont Hmm. multipliées, parce qu'il y a une multiplication de copies. Chaque fois qu'il y a une expérience quantique qui est faite à Saclay, qui est faite ici à Paris, qui est faite aux États-Unis, en Chine, en Russie, peu importe,
Et en plus, tous les événements quantiques qui pourraient avoir plusieurs résultats, c'est la même chose. Le monde se multiplie sans arrêt. Il y a un nombre incroyable de copies comme ça qui sont là en train de se balader dans la pièce, qui sont à côté de moi, où pour l'instant, il n'y a pas de grande différence, mais il pourrait y avoir une différence. Et comment dirais-je, bon, alors évidemment, c'est très romantique parce que tu peux imaginer, ah, mais j'aurais pu avoir une autre vie, j'aurais été avec une autre femme ou avec un autre homme, j'aurais une autre carrière, etc., etc., parce que c'est très, comment dirais-je, c'est de Ça stimule l'imagination, quoi. ça stimule l'imagination, ça stimule les romans, etc. Euh, j'ai vu un film une fois qui était comme, enfin, il n'était pas inspiré par les mondes mythiques, mais c'était une histoire qui se passait pendant la guerre. Il y avait un attentat qui devait avoir lieu. Alors, euh, à cause d'un revolver ou je ne sais pas, il y avait un petit truc, il y avait, soit l'attentat avait lieu, n'avait pas lieu. Et alors, le film se poursuivait en suivant les vies Hmm. des Des branches résistants, différentes, ouais. etc., en fonction de ce qui se passait, quoi, tu vois. Et tu peux Hmm. imaginer. Mais ici, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as une prolifération. C'est totalement fantastique. Et en plus, je prétends qu'il ne résolve pas le problème des probabilités. Parce que ce qui se passe ici, on représente, tu as le chat vivant. Les gens vont faire une expérience, disons, avec probabilité 1,5, 1,5, une expérience quantique. Et donc, on va avoir un univers avec le chat vivant, un univers avec le chat mort. Si Et on puis prend on un autre chat, recommence l'expérience, le même type d'expérience, mais avec d'autres particules. Mais comme les univers sont démultipliés, on a évidemment toutes les particules qu'on avait dans l'univers de départ. Et donc, il recommence. Et alors, on a chat vivant, chat mort, chat vivant, chat mort. Et là, on va avoir 8 possibilités. D'accord? Et donc, tu as toutes les histoires possibles. Tu vas voir chat vivant, chat vivant, chat vivant, chat vivant. Par exemple, tu vois, hmm. toutes les possibilités se produisent. Or, la théorie comment dirais-je, les prédictions quantiques vont te dire que tu vas avoir dans ces cas-là un chat vivant et un chat mort moitié-moitié. Hmm. Et il y Et a des ici, c'est parce que branches où, où cette probabilité n'est pas respectée. Parce que tu as des branches où tu as que chat il mort y ou a des plein de branches où tu as que branches chat où la vivant. probabilité n'est pas Donc il y respectée. a des mondes où la mécanique quantique fait des prédictions fausses. C'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un problème, ouais. C'est un problème qui s'est posé déjà en 57 quand la théorie a été introduite par un type très original qui s'appelait Everett, qui Hmm. était aussi Bohm et Everett viennent tous les deux des années 50 et tous les deux de Princeton. Mais Everett avait proposé ça. Je ne sais pas en quelle mesure il était sérieux. Il a plus ou moins abandonné la recherche après avoir fait sa thèse. Hmm. Et puis ça a été revu dans les années 70. Et c'est populaire, mais je pense que c'est populaire par des gens qui n'étudient pas en détail. Moi, je prétends, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, je prétends que cette théorie ne peut pas rendre compte des probabilités et de la règle de Born. Et l'orantologie est très bizarre. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, je ne sais pas si j'ai fait Ouais, le tour. Je vais m'arrêter là pour les ouais. objections. Il y en a peut-être encore dans les commentaires. Et la dernière vidéo sera, enfin, je pense qu'on fera Ouais, une seule sur les questions philosophiques, historiques et culturelles liées à la mécanique quantique. Voilà, merci. très bien. Bon, on connaît le menu de la prochaine vidéo comme ça. Quoi? Eh, merci Jean, Merci Arnaud. et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt.